que tu veux, sois le premier sûr de toi. Même si tu dois aller présenter un projet à une banque, il faut d'abord croire à ton projet. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas peur de l'argent. Le jeune qu'on a donné un marché de 10 millions va l'acheter une voiture de 100 millions. Parce que le marché là c'est 100 millions. Dès qu'on le paye, il va l'acheter une grosse voiture. Non. Il faut le pour permettre aux autres jeunes d'en profiter. J'ai dit même d'ailleurs ça à mes enfants tout le temps, que l'honnêteté compte. Quand tu as envie, tu es foutu. Ne pas te dire l'importance d'un matériel. Que tu vas voir quelqu'un avec un habit et tu veux l'habiller là demain. La stabilité, c'est l'idée d'avoir une bonne femme qui te rassure. La femme, ce n'est pas seulement faire l'enfant, c'est d'abord ton complice. Donc, tes projets, tu dois lui dire. Elle donne son opinion. Considère plus ce que ta femme te dit que ce que tes amis te disent. Parce que tes amis te disent, tu n'auras rien. Vous allez boire le vin partout. À quel moment vous vous lancez réellement dans le monde des affaires? Oh, c'est un parcours. Malaby, la plateforme qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs camerounais. Malaby, découvrons ensemble leur histoire, leurs défis et leurs réussites. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Malaby. Vous avez sûrement déjà entendu parler du restaurant Lisa et Christopher et des pompes funèbres TVB Home Concept. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du monsieur à la tête de ces entreprises. Il inspire par sa force et son authenticité. De son enfance marquée par l'abandon de son père, par son exil en Espagne, à son retour ici au Cameroun pour entreprendre, il nous ouvre les portes de son univers. Installez-vous, l'histoire commence dès maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Malaby. En face de moi, monsieur Edmond Gerson Oubiou. Alors, il a une particularité, il croit profondément au pardon et pour lui, se fâcher n'est pas une option. Après son enfance marquée par des épreuves difficiles, il a décidé d'avancer sans s'accrocher à son passé. Ce soir, il nous raconte son histoire. Bonsoir monsieur Edmond Gerson Oubiou et bienvenue sur le plateau de Malaby. C'est un plaisir. D'accord. On va commencer par, vous êtes né ici à Tongolo, à Yaoundé, mais votre histoire commence avec une épreuve très forte, celle de l'abandon de votre père à l'âge de 8 ans. Comment cet événement a façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui? Je dirais une chose, que à 8 ans, tu es inconscient. Tu vois qu'il revient. Il revient jamais. Et la maman assume. Et en passant, j'ai 4 frères. Je n'ai pas de sœur. Nous sommes que des garçons. Et puis, étant jeune, tu ne remarques pas l'absence du parent parce que tu te dis, il part, il va revenir. C'est sûr qu'il a voyagé. Donc, c'est un peu ce que j'ai vécu. D'accord. Et c'est ça qui vous a forgé, qui vous a aidé à entreprendre ou bien qui vous a donné cette force mentale-là? À cet âge, on ne pense pas entreprendre. Ok. On subit les douleurs d'une maman qui veut faire grandir ses enfants avec les petits moyens qu'elle avait. Et toi, aîné, tu dois contribuer, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner tes frères et aider ta maman pour vous permettre de bien vivre. C'est un peu ça. Donc, on n'entreprend pas cet âge. Ok. Et comment tout a commencé pour vous après cet épisode un peu tragédique? Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'indignation parce que mon papa n'était pas un pauvre aussi. Mon papa faisait des affaires. Il roulait bien. Et le plus gênant, ce sont les amis qui, tu sais que le papa, il vivait bien. Et toi, tu vis un peu mal. Mais tu as honte de dire que c'est ton père. Donc, je dis que je ne veux pas montrer à mes amis tout ça que c'est mon père. Donc, j'ai caché mon père, en réalité. Oh, Pour ne ok. pas faire pour ne pas me faire souffrir à moi ou à ma famille.
Oui. Il disait tout le temps que mon père a voyagé, il n'est jamais revenu, mais il est dans la médecine. Ok. Et vous viviez avec qui après qu'il soit parti? Avec ma maman, Et ma vos, maman, ok. Et et vos mes 4 frères? frères. Ok. Et mes Et 3 frères pour être plus précis. Parce que ok. si les nous sommes 4. Ok. Et vous avez la responsabilité de votre maman et de vos frères aussi? Non, ma maman était aussi, ma femme maman était aussi une très grande battante Ah, d'accord. à laquelle elle s'est sacrifiée Hmm. et, et elle travaille à Tiger. Tiger, Tiger, l'État oui. coréen là. Oui. Donc c'est à partir de là qu'elle travaille à Tiger. Ok. Et puis, nous n'avons pas subi beaucoup de chocs. Parce qu'elle était là. Elle était là, Ah, elle était d'accord. présente. Ok. Et à quel moment vous avez décidé de quitter le Cameroun pour l'Espagne? Je n'ai pas décidé. Ça a été un hasard. Et ma mère était une femme très vive. D'accord. Et elle a trouvé l'opportunité que j'aille en Espagne. Donc, je pars en Espagne, j'ai 15 ans. Ok. Et j'arrive en Espagne là-bas. Ce sont les témoins de Jéhovah qui me récupèrent. Parce que ma maman était aussi témoin de Jéhovah. De Jéhovah. Ah, d'accord. Donc Ok. elle était Donc vous avez témoin de suivi Jéhovah. ce Ce chemin-là. chemin. D'accord. Donc Ok. c'est ça. Et vous avez dit que vous aviez 15 ans quand vous êtes parti. Est-ce Oui. que quand vous partez, vous vous sentez déjà grand ou bien vous vous sentez toujours petit, enfant? Ma revanche que j'avais comme dans mon cœur, Oui. c'était de pouvoir défier mon père. C'était ça mon objectif. Pour Ok. lui montrer que tu es parti, mais je vais te battre. C'était ça mon défi personnel. Ok. Donc, Oui. voilà, c'est ce qui m'a permis de voir toujours réfléchir à défier mon père. Un défi de votre part. D'accord. Et par la suite, j'ai fait beaucoup d'années là-bas. J'ai fait venir tous mes frères. C'est Ouais, déjà ça, un c'est grand super. défi. Un grand Tous mes défi. frères sont venus. Oui. Je me suis battu, ils sont venus. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Beaucoup sont mariés à les Espagnols. C'est dans la culture espagnole. Ok. Et comment s'est passé vos débuts en Espagne? Mes débuts étaient un peu très difficiles. Premièrement, la langue Ok. que je ne connaissais pas parler. Et puis, m'adapter à la société espagnole. Et de trois, dans le domaine religieux, les témoins de Jéhovah. Parce qu'ici, une femme témoin de Jéhovah ne veut pas porter, au Cameroun, ne veut pas porter le pantalon. Ma mère ne portait pas le pantalon. Donc, de voir une témoin de Jéhovah porter le pantalon, pour moi, c'était un peu très marquant. Oui. Tu vois. Oui. Donc, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que l'Espagne vous a appris, qui vous a marqué jusqu'aujourd'hui, à part peut-être la différence entre les témoins de Jéhovah? L'Espagne m'a marqué et même a changé ma vie par rapport à la joie de vivre. L'Espagnol est très heureux, très content. Il aime vivre, il aime son prochain. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est la vérité. L'Espagnol ne ment pas. Il dit toujours Il la peut se vérité. tromper. Il dit toujours la vérité. Donc, Ok. c'est un peu ça. Et puis, ça a changé mon système de vie et de pouvoir relativiser. D'accord. Donc, ne pas tenir l'importance d'un matériel que tu vas voir quelqu'un avec un habit et tu veux l'habiller là demain. Oui. Non, on ne connaît pas ça. Ça m'a permis aussi à relativiser parce que tu vas voir quelqu'un garer sa Lamborghini et tu as peut-être une Seat. Oui. Vous êtes la même chose Exactement. par rapport aux autres pays dont j'ai eu à visiter, là où il y a... Les contextes d'infériorité et Effectivement. supériorité. D'accord. Ok. Et quelle place la foi a-t-elle dans votre vie aujourd'hui, vu que vous avez connu les témoins de Jéhovah par votre mère et en arrivant en Espagne? Oui, la foi est très importante. Il faut croire. Il faut croire en Dieu. Et la formation des témoins m'a aidé aussi beaucoup à voir croire. Mais j'ai eu une petite déformation parce que je ne suis plus témoin de Jéhovah. J'ai eu une petite déformation simplement parce que les exigences familiales ne m'ont pas permis de voir suivre cette voie. La voie pour moi, c'était quoi? Je suis parti comme j'avais un défi personnel, défi mon père. J'arrive là-bas, je suis allé témoin de Jéhovah.
on doit faire les études bibliques, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et Donc, vous n'avez ici, pas mes petits frères m'écrivaient, on veut les top 10, on veut les Stanley, on veut tout. Oui. Et tu ne peux pas faire ça dans la foi. Donc, Tu es obligé exactement. de sortir de cette foi pour aller travailler et faire le besoin. Donc, c'est par rapport aux exigences de ma famille qui m'ont fait sortir témoin du Jéhovah. Mais c'est une très grande religion. Ok, d'accord. À côté de la religion, vous êtes, on va parler du traditionnel, vous êtes chef de votre village. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Oui, j'ai eu l'opportunité en 2022 que la famille Bangwa, donc le chef Bangwa, m'a intronisé comme fondeur d'un COP. Fondeur COP chez nous, les Bangwa, c'est le chef de collègue. Donc, il m'a mis du côté de Baloué, où je vous aurai peut-être l'occasion d'arriver là-bas. Vous allez voir les collines, c'est tellement beau. Je n'ai rien à envier avec la Californie, avec les montagnes de partout là-bas. On a tout dans notre village. Et en passant, j'anime aussi la diaspora parce que je suis diaspora. J'anime la diaspora de venir investir à Baloué. Ah, d'accord, tout le monde comprend. Ok. Et qu'est-ce que cette tradition-là vous a apporté? La paix. La paix. La tranquillité. La tranquillité, d'accord. Nous avons des rivières. Nous avons des rivières là où tu te baignes. Tu te retrouves toi-même. D'accord, on comprend. Et c'est le seul village de l'Ouest, là, il n'y a pas la boue. On n'a que le sable là-bas et les pierres. D'accord, ok. À quel moment vous vous lancez réellement dans le monde des affaires? Oh, c'est un parcours. Hein. Pour me lancer dans le monde des affaires, je travaillais. Je vais vous raconter une histoire réelle. Pendant les vacances, Oui. ou mes jours libres, j'ai essayé je travaillais pour casser les murs. Parce que c'est un travail que les Espagnols n'aimaient pas. Casser les murs pour faire passer les tuyaux d'électricité, pour faire passer les tuyaux de chauffage et tout. Les Espagnols n'aimaient pas. C'est beaucoup de poussière. Tu dois travailler là-dessus. Et c'est là où j'ai commencé. Et c'est même ce qui m'a fait laisser l'école encore de continuer. J'ai commencé à... On appelle ça en Espagne la regatas. J'ai commencé la regatas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai oublié un passage. Le premier passage, c'est que à Valencia, c'est un village agricole. Donc, il y a un endroit là où tous les émigrés, les Marocains, tout le monde part là-bas. Oui. Et pour ramasser les oranges, les pommes de terre et tout ça. Et comme j'étais très petit, j'étais mince et tout, on ne me choisissait pas. Dans le jour où on m'a choisi, on m'a fait ce choix de dire que ne viens pas travailler. Je crois que n'avait plus le rien. Parce qu'on ramassait les oignons pour mettre dans le tracteur. Ok. Donc c'est d'abord ça. En plus, il fallait plus, par rapport aux exigences ici au Cameroun, de ma famille, dont j'ai cherché. Donc, étant témoin de Jéhovah, dont j'ai un frère qui faisait d'ailleurs les chantiers pour faire les régatas. Ok. Donc il m'a contacté. J'ai commencé à travailler avec lui. Et je faisais 4 maisons par jour. Ça veut dire que je remplis tout pour faire passer. Comme cette maison-ci, j'ai rempli pour faire passer l'électricité, tout. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour à 10 heures, parce que l'expérience mange 6 fois. Donc quand on commence à 8 heures, à 10 heures, on doit arrêter pour le goûter. Manger. Okay. Et je demande au chef chantier que quand je casse une maison là, ça fait combien? Il me dit, mais toi, tu casses la maison d'un an. Parce que comme je travaillais beaucoup pour qu'on ne me chasse pas, tu casses la maison d'un an. J'ai dit que c'est pas possible. Et si je fais moitié prix à ton patron, je peux faire ça pour lui. Il dit que mon patron adore l'argent. Il adore l'argent. Tu fais demi-prix, il va prendre. C'est comme ça, donc, je parviens à dire à mon chef chantier que parle à ton patron. J'ai un peu d'argent économisé qui peut acheter les machines. Ok. Et lorsque j'ai acheté les machines,
Il m'a dit oui, il a parlé, le patron m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Achète tes machines, tu viens. Donc j'ai acheté les machines. Et là où on partait chercher les gens pour le champ là, c'est là où on partait chercher maintenant les employés pour venir casser les murs. Pour venir casser les murs. J'étais devenu patron, donc je m'asseyais là, j'entendais une grue quelque part. Je viens faire mon débit. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et c'est là où j'ai eu le premier capital. Donc j'avais beaucoup de chantiers. De chantiers, d'accord. Et puis Ok. là, on partait chercher les gens pour les fruits là. Oui. Ou pour travailler au champ là. C'est moi qui partais les chercher pour venir. Et Pour je l'ai venir. payé 5000 pesetas par jour. Alors qu'au champ, on me payait 3000 pesetas. Bon, 5000 pesetas font 20 000 francs CFA. Ok. 3000 qu'on nous paye au champ, ça fait 12 000. Donc c'est là où j'ai eu le capital. Ok. Donc, Et ouais. d'où vous êtes venu en fait cette mentalité, cette force de multiplier du commerce et tout ça? Est-ce que c'était toujours le besoin de défier votre père ou bien c'est quelque chose qui était inné en vous? Non, pas inné. C'était un Ok. défi personnel. Un défi personnel. Je voulais lui montrer qu'il est petit. Ok. À quel moment vous vous lancez réellement dans les affaires? Et ça a été simple. Et je vous ai dit avant que l'on était compte. Parce que quand j'ai ouvert à Bessengue, j'ai apporté mes conteneurs. J'ai apporté 11 conteneurs du coup. Et je me retrouve avec 525 000 dans le compte. Je crois que la dame de la banque s'est trompée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle écrit sur le papier comme ça, voilà ce que tu as dans le compte, à la BICEC. C'est là où je suis tombé malade. J'ai commencé à avoir la tension. Je suis rentré en Espagne. J'ai commencé à voir mes fournisseurs, de leur dire que je vais vous payer. Moi, m'a trompé au Cameroun. J'ai commencé à être chauffeur camion. De chauffeur camion, donc, je conduisais un camion frigorifique, je repartissais les pains congelés et les légumes dans les supermarchés, Mercadona et tout ça. Et j'avais un salaire, je crois, de 240 000 francs, 240 000 pesetas, ce qui équivaut à 800. Mais je m'arrangeais tous les jours. Tous les mois, quand on me paye, je m'investis, je te dois 2 millions, je te verse 50 000 tous les mois. Et puis, c'est à partir du mondial 90 en Italie que le Cameroun a fait une très bonne prestation là-bas. Et je vais vous dire que je même mis là, enrichir les gens sans savoir. Quand il marquait ses buts dans contre la Colombie, là. Et quand le mondial est fini, on a été éliminé. Les Blancs, là, moi, je ne connaissais pas le ballon ne me donnait rien. Je ne voyais même pas le football. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs, là, comme ils étaient des grands hommes d'affaires, ils étaient actionnaires dans les clubs. Ils m'ont donc demandé, est-ce que tu peux nous amener les Noirs qui courent comme on a vu là-bas dans nos équipes? C'est qu'il n'y a pas de problème. donc, je suis venu ils ont dit, si tu fais, tu vas rembourser rapidement ta dette. C'est qu'il n'y a pas de problème. Je ne vais pas citer le nom d'un joueur, parce que j'en ai beaucoup. Ils se le connaîtront quand ils vont voir ton émission. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On m'a donné, je crois, 200 millions de pesetas. Ça fait une valeur de 800 millions. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Premier agent. C'est la seule fois là où j'ai dormi sans manger. Parce que, quand on m'a remis, je sors du club. C'est le Levante. Je sors de Levante avec l'argent. Sac de sport. J'avais une Passat. Je mets la voiture, l'argent dans la voiture. Et j'ai peur que les Blancs là soient en train de me suivre partout. partout. Et alors, quand je tourne, c'est une voiture qui me suit, j'ai changé de direction. Après, je m'en vais à l'hôtel. J'ai pris un hôtel, les gens croyaient que c'était mes bagages qui sont là, j'ai pris la chambre. Et j'avais faim, oh là là. Et j'avais peur que s'il y a des sangs, quelque part, tous les Blancs là peuvent me retrouver. Donc, j'ai dormi sans manger. À 4 h du matin, il est sorti pour rentrer chez moi. Et j'ai donc
j'ai donc appelé ma femme maman le matin. Je lui dis que je vais venir au Cameroun. Il dit, il y a quoi? Je dis que viens. Je lui dis, viens me chercher à l'intérieur de l'aéroport. Et elle est 2 jours après, je suis venu, j'ai acheté une télévision. À l'époque, les télévisions étaient pas plats comme ça. Il y avait le dos là. J'ai mis tout l'argent là-dedans. Ok. J'ai vissé tout. Et quand j'arrive à Simalais, ma femme, maman m'attendait à l'intérieur. Je ne sais pas si là tu connais bien pour entrer parce qu'elle n'avait pas le niveau de pouvoir entrer dans la hall de l'aéroport là. Okay. Quand j'arrive, je charge mes bagages. Après, quand on passe là vers la douane, je lui dis, maman, je t'ai gardé la télévision. Les douaniers disent que, voilà un vrai gars qui garde la télé à sa mère. C'est là que j'ai fait. Donc, il est sorti. Mais avant quand j'ai eu l'argent, j'ai d'abord acheté, j'ai chargé le conteneur, j'ai acheté les frigos, le salon, les télés, tout ça, à Conforama. Donc, j'ai chargé tout ça ici pour, et quand je suis arrivé, j'ai logé ma mère de Tongolo pour l'amener en Gousso. Ok. Et elle vivait dans un immeuble au rez-de-chaussée. C'est même d'ailleurs là où est morte ma grand-mère. Et quand je viens, c'est là où j'ai commencé avec l'argent à acheter une terrain et une maison. Voilà un peu ce qui... C'est là du ballon. Donc, avec l'argent là, vous avez acheté un terrain et une maison. Oui. D'accord. Okay. Donc, et vous parlez très souvent d'honnêteté. Oui. Pourquoi? Je dis même d'ailleurs ça à mes enfants tout le temps. L'honnêteté, si je ne suis pas honnête, de pouvoir partir vers mes fournisseurs, leur dire que je vais vous payer, on m'a escroqué. Et mon salaire, mes besoins étaient 130 000 pesetas, dont la différence, je paye mes fournisseurs avec. C'est parce que j'ai été honnête que mes fournisseurs m'ont amené dans le ballon. Que le gars là, on l'a droppé, il conduit le camion, il vient au moins nous donner l'argent tous les mois. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'honnêteté. Okay. C'est ça. D'accord. Ok. Et en quoi tout cela a été déterminant pour vous? Donc, qu'est-ce que tout ça vous a apporté? Ce qui m'a le plus apporté, d'abord, c'est ma stabilité. Okay. La stabilité, c'est de dire d'avoir une bonne femme qui te rassure, vous échangez. Parce que la femme, ce n'est pas seulement faire l'enfant, c'est d'abord ton complice. Donc, tes projets, tu dois lui dire, elle donne son opinion et considère. Mais considère plus ce que ta femme te dit que ce que tes amis te disent. Parce que tes amis te disent, tu n'auras rien. Vous allez boire le vin partout. Donc, c'est d'abord avoir une stabilité. Et puis, pour ma femme, je me rappelle encore une chose là, quand je parle cause encore, parce que ça fait longtemps. Et ma grand-mère, que j'ai dit, elle est décédée dans la maison de Mousso que j'avais loué. Elle voyait tous les films. Comme elle était fatiguée, elle voyait tous les films. Donc, elle voyait les films policiers là. L'homme, on tue les blancs, tue les autres. Elle me dit, s'il te plaît, pour faire plaisir, n'épouse jamais une blanche parce qu'on va te tuer. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance de connaître ma femme, de faire connaître ma femme. Et je voulais femme noire d'ailleurs. Ok. Et on a évolué. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes dans plusieurs secteurs, notamment le commerce, la restauration et même les pompes funèbres. Comment vous avez construit tout ça progressivement? À cause de ma femme. C'est mon ami. C'est mon ami. Donc, si j'ai un projet, elle va dire ton projet est bancal, laisse ça tomber. Okay. Si elle a un projet, vous lui dites que le projet est bancal, mais si on trouve le point exact, ça va marcher. Il n'y a pas la magie. D'accord. Donc, elle occupe une place très importante dans votre vie et dans votre parcours aussi. Si je peux... Elle, c'est moi. Moi, c'est elle. On ne fait rien. Sans l'autre. Sans l'autre. Elle ne peut pas prendre une décision si je n'ai pas dit OK. Et je ne peux pas prendre une décision sans dire, si elle ne dit pas OK. C'est pour ça que je l'appelle mon boss. Et je suis son boss. Ok. Au vu de votre parcours,
Vous ne vous fâchez jamais. Pourquoi? Je suis interdit. Parce que le Cameroun m'a aidé à ne jamais me fâcher. Donc si je me fâche, ça sert à quoi? Je veux me fâcher tous les jours, ça sert à rien de me fâcher. Parce que les Camerounais mentent toujours. si tu te vas te fâcher, tu dois te fâcher tous les jours que Dieu a créé. Donc je suis interdit de me fâcher. Okay. J'avais 25 ans, je ne suis jamais fâché. Donc c'est pour ça que je suis mon d'ailleurs ministre de la joie. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà voulu tout abandonner? Non. Puisque je ne me rappelle pas de ce que j'ai perdu. Oui. Le jour où tu te rappelles de ce que tu as perdu, tu n'es rien. Exactement. Donc, tu vas toujours avoir des problèmes. Quand tu as perdu, tu as perdu. Et face ça dans ton registre. C'est tout. Ok. Et quel a été le plus difficile dans votre parcours? Justement, je viens de te le porter. J'ai dit que je ne me rappelle pas de ce qui était difficile. Je me rappelle de ce qui est bien. D'accord. Toujours garder, toujours être positif. Toujours en permanence. En permanence, d'accord. Et il y a quand même, je pense qu'il y a quand même quelque chose que les gens ne voient pas derrière votre réussite. Qu'est-ce que vous pouvez citer? Je n'ai rien à démontrer à personne. Donc, je m'en fous de ce que les gens vont regarder derrière. C'est leur problème là-bas. Moi, j'avance. Okay. C'est tout. Donc, je ne fais pas quelque chose pour démontrer que je suis autrui. Je fais d'abord pour moi. Si je suis content, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ok. Plusieurs jeunes pensent que la majorité des hommes d'affaires ont été subventionnés par l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je crois que nous avons un État très intelligent. On ne subventionne pas n'importe qui. On subventionne ceux qui ont fait leurs preuves. Et malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance d'être subventionné par l'État. Néanmoins, si l'État subventionne les jeunes, que ces jeunes fassent preuve, qu'on les accompagne de plus en plus. Parce que le jeune à qui on va subventionner, s'il fraude l'État, ça va bloquer les autres jeunes. Qu'ils soient plus honnêtes et que beaucoup en profitent. Donc je pense que notre État fait mieux, mais nous les jeunes les découragent. Parce que le jeune qu'on a donné un marché de 10 millions va l'acheter une voiture de 100 millions. Parce que le marché là c'est 100 millions. Dès qu'on le paye, il va l'acheter une grosse voiture. Non. Qu'il fasse preuve pour permettre aux autres jeunes d'en profiter. Okay. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, quand vous voyez les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes de votre époque, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est quoi la différence? La différence, c'est que à notre époque, on avait peur de l'argent. Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas peur de l'argent, c'est tout. Ils sont toujours rapides. Donc, ils veulent que les choses... À notre époque, on avait peur de l'argent. Tu volais 200, ton baisse, c'était beaucoup pour toi. Mais le jeune te vaut 5 millions, 10 millions, il s'en fout. Ils n'ont plus peur de l'argent. Ok. En parlant d'hommes d'affaires, est-ce que à un moment donné, pendant votre parcours, vous avez eu un modèle d'homme d'affaires qui vous a inspiré? J'ai dit ça au préalable, que le modèle, pour moi, c'est mon feu papa. Ok. Et quand j'ai gagné le match, je suis devenu homme d'affaires. Et justement, vous pensez réellement que vous avez gagné Puis c'est moi qui l'ai enterré 5 étoiles. Il est mort chez moi en Espagne. Donc, j'ai réussi ma vie. Okay. Puis il y avait ce modèle étant petit. C'est tout. Et c'est d'où vient votre pardon que vous avez cultivé parce que vous êtes quelqu'un un homme du cœur? Mon pardon vient de là. Simplement parce qu'il ne faut jamais garder rancune à personne. S'il fallait essayer, j'ai fait la paix entre mon père et ma mère. Que ma mère ne comprenait pas comment je peux prendre mon père. J'ai dit, il faut pardonner. Il faut toujours pardonner dans la vie. C'est ça. D'accord. Ok. Aujourd'hui, vous employez combien de Camerounais ou bien d'Espagnols dans le monde? Directement et indirectement, je parle les chiffres. Parce que je travaille pas seulement au Cameroun. Je suis du côté de la Serbie à Belgrade. Okay. Je suis du côté de l'Espagne.
Et puis, je suis consultant pour le gouvernement SEB. Ok. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Notre compagnie en Serbie emploie 30 000 personnes. C'est le plus gros employeur. Donc, je ne peux pas donner un nombre Exact. direct ou indirect. Mais ce que je fais, c'est que tous ceux qui collaborent avec moi doivent être joyeux. Fini. D'accord. Quand vous regardez votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier? D'avoir mes enfants. D'avoir mes enfants, c'est ma fierté. D'accord. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel. Et d'avoir ma famille et d'avoir ma femme. Ok. C'est pas le plus important, l'argent ou le matériel. Tout ça, on s'en fout. D'accord. Et quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? Leçon de croire. De croire et ne pas envier. Quand tu envies, tu es foutu. Tu occupes ton cerveau pour des bêtises. Parce que si tu envies et tu n'as pas les moyens de ça, tu fais comment? Exactement. Tu occupes ton cerveau pour les bêtises. Exactement. Ok. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune Camerounais qui veut réussir aujourd'hui, à part l'honnêteté dont vous avez parlé tout à l'heure? C'est de croire à ce qu'il veut. Ok. C'est qu'il faut, ce que tu veux, sois le premier sûr de toi. Ok. Sois le premier sûr de toi. Même si tu dois aller présenter un projet à une banque, il faut d'abord croire à ton projet. Parce que tu vas mieux expliquer au banquier qui va te financer. D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote de vos débuts que vous souhaitez nous partager, que vous n'avez pas encore raconté à quelqu'un? Vraiment? L'anecdote, c'est le jour où j'ai dormi étant millionnaire. Avec 800 millions, je ne mange pas. Et j'ai étalé tout ça sur le lit. Et je faisais comme un policier. J'ai envie. Tu peux apprendre. Donc, j'ai parlé sur dans ma chambre, quoi. C'était ça. Tu dors avec 800 millions de francs CFA étalés sur le lit. Et je fais comme le policier. Je me levais, je me cachais derrière. J'ai les gars dit que je t'ai vu. Donc, ça sont les anecdotes là. Tu dormi dans riche. Ça m'a vu. Si vous devez dire merci à quelqu'un, ce serait qui? Dieu. À Dieu. C'est tout. On va passer à la question surprise. C'est celle de... Vous travaillez aujourd'hui dans les pompes funèbres. Est-ce que le contact quotidien avec la mort a changé votre manière de voir la vie? Ça m'a fortifié à comprendre la vie. Il faut vivre. Parce que depuis qu'on enterre les gens là tous les jours, j'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec l'argent dans sa poche ou avec sa voiture. Donc ça m'a forgé à relativiser. Et quand vous avez décidé de vous lancer dans ce business-là, est-ce que vous n'étiez pas superstitieux ou bien... Non. Non, c'est comme j'ai dit, le commun accord avec ma femme. Non? Oui. Et puis ça fait même qu'on a peur de toi. Et quand je cause encore avec toi là, je suis en train de penser même à notre projet qui va être marrant pour vous, vous allez rigoler. Et les mots ont trop peur de la mort. Et j'ai en train de penser un business pour vous là. C'est quelqu'un vous doit. Venez me chercher, je vais récupérer l'argent. Parce que c'est mal aller déposer mon corbillard, mon secret devant sa maison. Je lui dis bonjour, il va me payer. Il va facile. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui rapporte de l'argent? Ou bien... Le noir est trop mauvais. Quand tu es malade, tu ne donnes pas l'argent pour te soigner. C'est quand tu meurs qui cotise. D'accord. Nous avons tout compris. Ok. On va passer sur un moment plus intime et sur une note plus personnelle. Est-ce que vous aimez la musique? J'ai ma boîte de nuit là. Et puis je vais vous inviter là tout à l'heure au cabaret. Oui. On va faire un tour au cabaret là-bas. Vous allez voir que je chante. Ok. Et souvent mon pharaon me plaît 2000, les 500. Je suis content. Ok. Et en tant que homme d'affaires qui n'est pas dans le besoin, quand vous faraude ces sommes-là, quel est votre ressenti? Je reviens à mon naturel. À votre naturel. Parce que je n'avais pas ça avant. Ok. Vous êtes né à Tongolo, mais vous venez de Bangwa.
Est-ce qu'il y a un proverbe ou une parole d'un aîné qui vous guide encore aujourd'hui? Oui, je suis chef de colline. Le chef de colline signifie avoir les pieds. Une pierre peut te rendre, une petite pierre peut te rendre aveugle. Donc fais attention avec les chefs de colline. D'accord. Nous allons terminer sur cette note-là, en ma langue maternelle. Pour dire merci, on dit Malabi. Comment on le dit en la vôtre? On dit Malabi chez vous. Hein. Oui, Malabi. Mais sinon, Oui. je vais te dire en espagnol, parce que c'est l'Espagne qui m'a fabriqué. Gracias a ti. Gracias a ti. OK. Malabi et gracias a ti à vous, Monsieur Edmond Jason Wubiou, et Malabi et gracias a ti à vous, les téléspectateurs, à un prochain numéro. Tu souhaites recevoir des articles d'Europe chez toi, au Cameroun, mais c'est galère? Voici la solution, Wentosh, une plateforme simple et sécurisée pour commander vos articles depuis l'Europe. Mode, accessoires, parfums, sneakers, accédez à des produits authentiques en quelques clics. Renseignez votre article, obtenez instantanément un devis, puis laissez Wentosh s'occuper du reste. Wentosh, l'Europe, livré chez vous.